Marseille, 4e arrondissement, à 2 pas du centre-ville. L'entrée est discrète et le quartier est paisible. En se faufilant derrière une camionnette, on se glisse dans les interstices de la ville minérale pour découvrir un cœur d'îlot fleuri. Le cœur fondant d'un bonbon dur. Ça sent même le printemps précoce avec ce mélange de jaune des mimosas et de blanc des amandiers. Ça sent bon les travaux aussi et ça s'affaire dans le jardin. D'énormes sacs de gravats se baladent dans l'allée, pendus aux fourches d'un chariot élévateur. Une charmante famille de poutres métalliques attend patiemment dans l'herbe le moment d'entrer en scène pour créer de l'espace et ouvrir des lumières. Et le sol est parcouru de tranchées qui grouillent de fourreaux multicolores. Il se passe manifestement quelque chose par ici. Mais ce n'est pas une opération de densification de ce rare espace végétal dans une ville déjà trop minérale. Non, le panneau de permis de construire cloué sur la porte d'entrée a même été corrigé, avec le terme de construction barré vigoureusement et remplacé par celui de réhabilitation. Pourtant, l'histoire semblait écrite. Les lieux bénéficiaient bien de quelques protections, mais les propositions des opérateurs ne manquaient pas, misant sur un assouplissement des règles à l'usure, dans une ville où le code de l'urbanisme n'a parfois eu que des effets limités sur le réel. Mais entre la poignée d'occupants du LICA décidés à rester là, des propriétaires à l'écoute, des partenaires mobilisés et compétents et une politique locale qui vit son printemps, un projet alternatif émerge. Le jardin est préservé, les 3 bâtiments, dont la Bastide du XVIIe siècle, bénéficient d'une réhabilitation consciente et consciencieuse et émerge le Tiers Lab des transitions, dédié aux transitions écologiques, numériques et sociales. On y retrouve un espace de coworking, des salles de réunion, un café, une cantine solaire, des espaces de fabrication numérique et artisanale, des potagers et un jardin partagé. C'est un étonnant projet privé qui a trouvé son modèle pour éclore et qui désormais va devoir faire ses preuves face au réel. Mais c'est surtout la démonstration que le cœur de nos villes n'est pas nécessairement condamné à une densification à outrance ou à l'immobilisme. Le chemin de traverse qui consiste à transformer sans dénaturer est étroit, mais il existe. Reste à comprendre comment tout cela est possible. Entre un projet lourd à porter, des besoins de financement conséquents et l'absence de professionnels de l'aménagement dans l'équipe, rien n'était joué d'avance. Mais manifestement, les alignements d'étoiles, ça se provoque à force de volonté, d'obstination, d'apprentissage et de ces savoir-faire si particuliers qui permettent de mettre autour de la table les bonnes fées. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec une de ces aligneuses d'étoiles, Claire de Maison, qui nous raconte cette belle histoire. Alors bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Claire de Maison, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Claire, on est dans un lieu un peu particulier, entouré des fleurs de mimosa et celle aussi des amandiers. Donc c'est le tout début du printemps, peut-être plutôt la fin de l'hiver à Marseille. On va parler de ce lieu, mais peut-être que je te laisse d'abord te présenter. Bah oui, donc moi je suis Claire, je suis cofondatrice du LICA, LICA pour Laboratoire d'intelligence collective et artificielle, et coordinatrice du Tiers Lab des transitions, qui est le lieu dans lequel tu es. Alors, au-delà d'un titre, c'est un lieu singulier, est-ce que tu peux le décrire un peu mieux que moi? Alors déjà, c'est un chantier, hein, on va le dire
On va se le dire très clairement, donc on aura peut-être clairement un chantier. Quelques bruits. C'est un espèce d'îlot de verdure entouré de bâtiments, entouré d'immeubles. Mais si tu peux nous localiser ou nous raconter un peu plus. C'est un oasis de 6000 m² qui est, donc on est dans le quartier des Chutes-la-Vie, où on est proche des Chartreux et de la Belle de Mai. Et on est proche aussi du centre-ville. C'est qu'à pied, si on descend d'ici en 20-25 minutes, on est directement sur le Vieux-Port. Et sur cette oasis, on a la particularité d'avoir 3 bâtiments, dont un bâtiment qui est un peu plus particulier que les autres, parce que c'est une bâtisse du XVIIe siècle. Et qui est en effet sous nos yeux complètement en chantier, puisque depuis le 3 janvier, elle est en réhabilitation, je dirais pas que partielle, quasiment totale. On a initié démolition, des tranchées pour pouvoir refaire les fondations, toitures. Et donc le lieu, là, est dans sa phase, en tout cas, complètement de chantier, et on devrait pouvoir l'aménager et entrer dans les lieux et pouvoir parler de tiers-lieux ouverts en septembre 2023. D'accord, donc on est là sur une phase de transformation, même de métamorphose. Mais peut-être que tu pourrais remonter un peu le temps, nous dire comment tu es arrivé là. Vous êtes arrivé là, donc avec le LICA, il y a quelques années. Alors nous, on est arrivé là il y a 6 ans et je raconte souvent la petite anecdote d'opportunité en fait, où c'est 2 des cofondateurs du LICA qui, il y a même 8 ans en fait, cherchaient un lieu où habiter avec un jardin, parce qu'en fait les 3 bâtiments dont je vous parlais avant étaient des habitations, et ont trouvé cet espace pour leur chat Takeo. Voilà, qui du coup a pu être heureux dans ce jardin. Et quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à développer le LICA donc en 2017, eh ben on l'a créé devant chez eux, et en se disant que ce jardin était non seulement inspirant, mais que potentiellement, à terme, dans le temps, plus tard, quand on serait grand, ça serait un formidable lieu pour mener les activités qu'on faisait en plus à cette époque, étaient essentiellement des rencontres publiques sur les enjeux sociétaux. Donc nous, on était mobilisés par l'arrivée, en tout cas, le fort développement du numérique et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Et le changement climatique, c'est ce qui nous mobilisait à ce moment-là. Et on menait des rencontres dans différents lieux très différents de Marseille, avec une partie où on faisait appel à de l'expertise, mais après vraiment un travail en intelligence collective qui avait ce but de faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier des sujets complexes de pouvoir après être en capacité de prendre des décisions et de se dire que même des sujets complexes, en fait, tout le monde peut s'en saisir. Donc voilà, historiquement, c'est ce moment-là, et puis c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, puisque 2 mois après cette idée où on avait envie d'avoir ce lieu, on a pu rentrer dans la vieille bâtisse et installer les bureaux de la SCOP LICA en 2018. Quoi. Donc c'était un lieu de vie, un lieu d'hébergement, ça a été un lieu de... c'est encore un lieu de pratique professionnelle, mais aussi un lieu d'accueil, un lieu de pratique ouverte. On a des formations, on a des événements qui sont qui étaient déjà organisés là-dessus. Alors, tout ça, de ce que j'ai compris, se faisant sur finalement un projet qui se développe sur un statut d'occupation assez précaire, jusqu'au moment où finalement il y a un choix qui doit s'opérer. Est-ce que ce lieu est destiné, comme tous les autres quelque part, à accueillir un peu plus de construction? Non, c'est d'ailleurs assez marrant, dans le panneau de permis de construire qui est à l'entrée du site, une entrée très discrète le long de la rue, et qui suggère absolument pas qu'il y ait cette oasis derrière. Le terme de construction a été barré, et pour mettre en dessous réhabilitation. Donc quelque part là-dessus, il y a eu un choix entre les deux. Faire un projet de réhabilitation ou lancer de la construction. Alors, on était sur un espace protégé au PLU, mais qui aurait pu être aménagé de façon plus traditionnelle et quelque part densifié de façon sans doute massive. En tout cas, il y a du potentiel. C'est quoi le virage de cette histoire ? Comment ça se passe ? Le virage, il s'opère au moment où en fait les propriétaires, qui sont 4 frères et sœurs, donc une indivision, souhaitent vendre. Et finalement nous pose un peu, soit vous partez et c'est le mois prochain, soit il faut acheter. Et donc c'est vrai que
c'était pas une décision évidente, et c'est là où on a commencé à se pencher en effet sur la nature de la parcelle, qu'est-ce qui étaient les prix du marché pour ça. Et puis nous on avait aussi cette volonté qui était assez forte de se dire on est quand même sur un terrain assez particulier, comme tu l'as dit au démarrage. Voilà, il y a des oliviers, il y a des amandiers, on n'est presque pas sur un format très maquis méditerranéen, mais presque forêt, petite forêt, et on est sur un même espace boisé classé. Donc nous on s'est dit il y a un enjeu aussi pour nous, si on achète, ok ça nous permet de rester, mais ça nous permet aussi de préserver un espace de biodiversité en centre-ville qui est assez rare, et en tout cas à Marseille qui est très 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 rare. Et donc en se renseignant, on a bien vu que le PLUI n'était pas constructible. Et aujourd'hui, on sait, et c'est assez clair que le changement de mairie a pu permettre, donc l'arrivée particulièrement de Mathilde Chaboch qui a bloqué en tout cas tous les aménagements qui justement étaient un peu hors cadre, ou les choses qui se faisaient. Il y avait quand même des pratiques ici qui étaient possibles, qui d'un seul coup n'ont plus été rendues possibles, et qui ont permis aux propriétaires de revenir un peu sur terre, parce qu'ils avaient eu des propositions en effet très fortes de promoteurs, jusqu'à 4 millions pour cette parcelle. Et donc nous on n'aurait jamais pu acheter dans ce cadre-là. Donc il y a eu quand même de fortes négociations, et c'est là où nous on a décidé de se dire on voudrait acheter la parcelle, on va trouver des partenaires institutionnels et privés pour nous aider. Il y a un projet à faire au vu du lieu et au projet de ce que nous on porte l'ICA, et notamment sur la transition écologique. Allons-y, et de toute façon voilà, avec fort objectif de plutôt réhabiliter que construire, et de toute façon on ne peut pas construire. Donc c'est pas c'est pas une opposition, même s'il y a de l'opposition, mais c'est un projet en contre quelque part, un contre-projet qui émerge, alors qui reste quelque chose d'important. On a à la fois l'acquisition d'un foncier qui, même s'il n'a pas une nouvelle constructibilité, doit avoir une certaine valeur, mais aussi des travaux qui sont significatifs. Là on le voit. La bâtisse est sympathique, mais manifestement, elle a un peu d'arthrose et des problèmes de vieillissement, et les travaux sont plus que structurels. Donc un niveau d'investissement important, un projet à développer, et ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à réunir finalement toutes ces bonnes fées autour du berceau pour que tout ça puisse prendre son élan? C'est vrai que c'est un peu, moi je dis souvent, c'est un travail d'enquête où il faut remonter le fil de contact en contact pour arriver à trouver les bonnes personnes, et je dirais surtout les bons leviers. Parce que c'est pas ton métier, tout ça. Alors c'est pas mon métier, moi j'ai quand même un métier où aller chercher des financements et trouver des solutions à des problèmes complexes, on va dire ça c'est mon métier. Mais on va dire l'aspect foncier ne l'était pas, l'aspect immobilier n'était pas du tout dans mon prisme. Et je dirais même, donc moi j'ai accompagné beaucoup des structures plutôt sociales et culturelles sur des projets européens, donc on était déjà sur des dimensions financières importantes, mais pas du tout de ce calibre-là. Donc moi, ce projet m'a quand même permis une forte montée, on va dire, en compétences sur toute une partie juridique et financière qu'on n'avait pas dans notre prisme, même si au LICA, en tant que scope et entreprise, où aujourd'hui on a 18 salariés, on doit chercher des sous, on a des emprunts, on a des choses comme ça, mais pas de ce calibre-là. Donc en effet, c'est pas du tout mon métier, ni je dirais le métier de mes partenaires. Mais moi j'ai eu une certaine appétence et joie, je pense, au travail d'enquête et de trouver les bonnes personnes pour, je l'ai pris un peu comme un gros problème auquel il fallait trouver des solutions. Et donc essentiellement à chaque fois, c'est surtout de trouver les leviers qui peuvent être faciles pour en faire basculer d'autres. Donc on a tenté tous les leviers, c'est le levier politique où en effet on a eu une grosse adhérence et soutien dans notre projet et dans sa dynamique de qu'est-ce qu'on voulait y faire de la part de la mairie. Mais aussi, tout ça a lieu autour de 2020. 2020, début du confinement, et en même temps changement de mairie, arrivée du printemps marseillais, qui lui a une vocation très forte de garder et de préserver des espaces verts et de faire et du coup l'année dernière, je crois que il y a même 2 ans, Marseille pose sa candidature pour être
ville neutre en carbone. De là d'où on vient, ça paraît un truc fou en fait. Il y a une petite marche en effet. Il y a une grosse marche et pour vivre dans cette ville, il y a une énorme marche, mais hyper fière qu'on y aille et du coup que ça soit notre projet ou du coup d'autres projets parce qu'on est aussi les uns les autres assez solidaires dans ces champs-là parce qu'on n'a pas aujourd'hui, on a très envie que cette ville elle avance sur ça, on n'a pas le choix. Donc c'est clair que ces leviers-là ont été les plus importants pour arriver à trouver des partenaires. Alors, et avec qui donc ? Alors donc nous, les premiers partenaires, la mairie soutenant le projet, on est allé voir la Banque des Territoires où on a eu une réelle écoute et je dirais même un réel accompagnement parce que notre projet était quelque part trop gros pour nous mais trop petit pour la Banque des Territoires. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé également à rencontrer l'équipe de la foncière Belleville, qui est une foncière basée à Paris, mais qui opère des projets un peu partout en France. Et là, ça a été une coopération déterminante, parce qu'on vraiment suivi très vite sur des enjeux. On avait un compromis de vente à signer quelques mois quelques mois après notre rencontre. Il fallait également déjà mettre de l'argent dans ce compromis. Et il y a des coopérations qui sont déterminantes et où on voit des partenaires à nos côtés arriver, faire des gestes assez clés, on va dire. Et donc du coup, ça a été assez important pour pouvoir ensuite monter tout le projet, parce que aujourd'hui, c'est un montage avec la création de plusieurs structures. Donc on a créé une SCI dans laquelle on a co-investi avec l'ANRU, qui a rejoint aussi ce projet et du coup dans cette partie achat du foncier, réhabilitation. On a co-investi donc avec la foncière Belleville et la Scope LICA et la SIG Tier Lab a souhaité aussi participer au projet de SIG, donc d'être acteur de cette partie-là. Et on a créé une SIC, donc la SIG Tier Lab des transitions, qui elle est la structure qui va opérer et gérer le lieu. Et on n'a pas choisi une SIC par hasard, c'était aussi dans l'idée que ce lieu, c'était pas qu'une équipe qui allait l'opérer, mais bien une équipe plus des coopérateurs, des associés, des collectivités publiques et des partenaires privés. Et aujourd'hui, on a déjà rassemblé 120 collaborateurs pour ce projet. Donc c'est vrai que c'est tout un montage un peu de multistructure qui a permis d'adresser tous les enjeux pour pouvoir déjà sécuriser le foncier et engager, trouver les fonds. Et c'est 3,5 millions aujourd'hui qu'on a réussi à lever au travers de différents outils qui sont essentiellement de l'investissement et de l'emprunt pour pouvoir réhabiliter cette oasis et ouvrir en septembre. Ouvrir en septembre avec donc beaucoup de nouveaux arrivants. C'est un lieu intime et qui va ouvrir grand son portail aussi, un changement de vie. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Qu'est-ce qui guide ce projet-là ? Quelles sont les idées ? Qui va venir pour faire quoi ? Alors déjà, ce qui guide ce projet, c'est l'outil que déploie le LICA pour vraiment accélérer cette question de la transition écologique. Donc nous, on a comme pilier la sensibilisation et la formation des citoyens et des organisations. Donc d'avoir un programme de formation et d'ateliers qu'on puisse opérer ici. Donc ça, nous, on le fait déjà côté LICA, mais qui puisse s'augmenter des résidents qui arrivent ici. Donc nous, quand on parle résidents, c'est-à-dire d'avoir des organisations qui s'engagent à nos côtés sur un minimum de 3 ans et qui viennent avoir leur bureau ici, à nos côtés, et en même temps opérer une formation, venir... espace de travail, mais espace de pratique aussi. Espace de travail, mais espace exactement de pratique. Après, on y trouvera une cantine solaire pour venir aussi restaurer. L'idée est d'avoir à chaque fois un effet assez démonstrateur. Le lieu, il est petit, donc on ne peut pas non plus faire tout, mais que sur un petit lieu, dans un quartier, déjà, on arrive à trouver des éléments qui peuvent être inspirants. Donc la cantine solaire, ça nous a semblé quelque chose aussi d'assez facile d'accès. On vient manger, comme on pourrait manger partout ailleurs, mais finalement, il y a déjà un transfert de ce qu'on pourrait opérer peut-être plus tard à plus grande échelle pour les uns les autres. Un Fab Lab qu'on appelle aussi plutôt espace tech atelier, dans lequel l'idée de pouvoir apprendre à réparer des objets, à faire des capteurs de l'air, à recycler du plastique, donc toujours quand même orienté transition écologique. Et pareil, à destination, pas que des scolaires non plus, pas que des citoyens, aussi des organisations qui, à mon avis, ont besoin fortement sur ces sujets-là de pouvoir voir ce qu'on peut faire de manière même un peu plus industrielle. Donc nous, ça sera petit, mais pareil, comment peut-être à une plus grande échelle, cette industrie à relocaliser, elle peut prendre sens. Et puis, tout un volet locatif qui est important dans le modèle économique. C'est à la fois la location de postes pour des résidents, pour des coworkers, pour des gens qui voudraient venir télétravailler. Et aussi la capacité de pouvoir privatiser une partie du lieu, pas tout, mais le rez-de-chaussée de cette belle bâtisse et le jardin
pour des rencontres, des événements. Et notre dernière cartouche, qui est un peu la cartouche qui était notre ADN source du LICA, c'est une programmation culturelle et scientifique, vraiment dédiée à la sensibilisation qu'on aimerait faire avec des partenaires aussi. Parce que tu le disais, il y a un modèle économique. Alors il y a un modèle économique à tout, mais là on est, malgré l'appellation tiers-lieu, qui souvent est synonyme aussi d'occupation temporaire, de légèreté à la fois de la présence, mais aussi du tableau Excel et du bilan financier. Là on est bien sur une installation pérenne, sur une SCI qui est propriétaire de façon définitive, j'y mets des guillemets, mais des lieux sur des investissements significatifs liés aux travaux. Là on s'inscrit vraiment dans du temps long, avec quelque part l'activité qui doit permettre aussi de payer cet endettement-là. Il y a sans doute quelques aléas, il y aura sans doute quelques changements, l'exploitation n'a pas commencé. Comment est-ce qu'on arrive à... Qu'est-ce qui fait que cette équation tient avec des activités et des hébergements qui vont donc amener des recettes, mais sans doute assez légères quelque part par rapport à l'importance du lieu, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire tenir à un moment ce tableau Excel-là ? C'est la présence justement de... c'est un niveau de subvention important, c'est une présence politique, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire coller cette équation à un moment ? C'est une très bonne question et c'est vrai que c'est ça qui nous a mobilisés ces derniers temps, d'arriver à trouver un modèle économique juste en fait entre le besoin de remboursement. Donc nous on est en effet à minima là, il y a de l'endettement jusqu'en 2044. C'est un peu notre blague interne en ce moment en disant de toute façon moi je suis là jusqu'à 2044. Voilà. Donc on est là jusqu'à 2044. Mais il y a aussi l'idée qu'on a envie que ce lieu il ait un impact social, environnemental et ça c'est des choses sur lesquelles on ne fait pas d'argent et c'est dur aujourd'hui parce qu'en effet on voudrait tous davantage œuvrer à ces endroits-là et c'est pas évident, le modèle économique, l'adéquation économique n'est pas évidente. Pour autant, aujourd'hui, on est un peu sur quelque chose que j'appelle un peu un modèle Robin des Bois, où c'est le modèle économique qui tient avec 80% de recettes locatives et 20% sur les autres recettes. Et l'idée de pouvoir l'équilibrer dans le temps, qu'on soit peut-être moins uniquement dépendant du modèle locatif et qu'on puisse faire en sorte que nos services prennent peut-être plus d'ampleur. Aujourd'hui, on a 0 subvention. L'idée est d'en avoir un peu plus pour aussi aider à faire tenir ce tableau Excel, baisser un peu la pression dans laquelle on est aujourd'hui, mais de garder une part modérée dans cet aspect-là. Nous, c'est important d'avoir une dimension entrepreneuriale aussi sur le territoire et de la faire avec, on parle de co-construction de l'action publique, ça c'est quelque chose qui nous parle, et comment nous, en tant qu'entrepreneurs, on co-construit. Et en effet, l'adéquation, il tient avec un partenariat, avec des politiques et des partenaires privés qui sont de confiance. Et ça, je pense que si on a ces deux ailes-là, au milieu, et c'est pour ça qu'on a souvent choisi des modèles coopératifs en tant que structure, on a en tout cas, et on l'a déjà un peu expérimenté avec le LICA, ça tient, et c'est des modèles assez durables. Nous, c'est vrai que souvent, on trouve qu'on parle beaucoup des startups pour mettre de l'innovation dans nos vies. Et nous, on milite un peu pour peut-être qu'il y ait des scope-up ou des skip, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Mais c'est de l'innovation, c'est des choses qui sont peut-être moins visibles au premier coup d'œil, mais à mon avis plus durables. Et avec des personnes, et c'est le cas pour toutes les scopes et les sites que je connais, avec des gens qui ont envie d'amener quelque chose qui change vraiment nos modes de vie dès maintenant et pour le futur. Parce que le projet n'était pas écrit, c'était pas évident que vous fassiez un projet aussi, à la fois aussi lourd mais aussi pérenne surtout. Ouais. Et le modèle n'était pas tout fait, il ne s'imposait pas. Quel conseil tu aurais à donner alors, au vu de ce milieu d'expérience, aujourd'hui vous êtes... On n'a pas encore touré. Vous avez déjà plongé, mais vous n'êtes pas encore dans l'eau, vous ne connaissez pas la température, etc. Mais quoi qu'il en soit, là, si on fait un temps d'arrêt, quel conseil à donner aux autres ? Finalement, qu'est-ce que tu referais peut-être plus tard, plus tôt d'ailleurs, que ce que tu l'as fait ? Qu'est-ce que tu ne referais pas aussi ? Quelles erreurs ou quelles impasses ont pu être prises dans cette phase de montage de projet ou de réflexion ? La première chose qui me vient, c'est que je trouve que c'est important pour des acteurs de l'ESS, du social, de la culture en tout cas, d'aller sur des projets finalement qui sont un peu
un peu à des dimensions fortes, économiquement en tout cas, et sur ces questions de foncier en fait, parce que souvent on n'y va pas, et parce que c'est des gros sous, en effet le secteur immobilier n'est pas quelque chose qui nous est familier. Pour autant, c'est un peu ça qu'on a besoin de faire, parce qu'aujourd'hui, et je reviens à cette idée de co-construction de l'action publique, même les mairies ont besoin d'être aidées et qu'on le fasse avec eux dans comment on réinvente les villes. Ça, on a besoin de le faire ensemble en fait. Et donc du coup, ça, je suis hyper contente de l'avoir vécu et je le referai volontiers. Ça me donne envie de pouvoir même le refaire dans d'autres endroits, que ce soit en ville ou dans des espaces. Voilà, je trouve que cette question du tiers-lieu, au-delà d'un effet de mode, où je trouve qu'on parle d'effet de mode assez rapidement alors que c'est très récent et je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas c'est un des outils qui peut aider souvent juste à changer des pratiques et à essayer d'inventer autre chose. Ça, je trouve que c'est assez passionnant et déterminant pour aussi changer nos modèles économiques et de montrer que des acteurs qui travaillent au sens et à l'utilité, aujourd'hui même écologique, on peut aller sur des gros projets, on peut aller acheter. L'autre conseil, c'est ne pas le faire seul. Il faut pouvoir être en coopération et travailler, bien choisir ses alliés et pas hésiter à choisir des alliés très différents. Donc, je pense que la coopération avec Belleville, elle est déterminante. On n'est pas du tout issus du même métier. Pour autant, on avait l'ambition était commune et l'objectif commun. Et on a beaucoup appris, je pense, des uns des autres. Et sortir de sa ligne de confort de son secteur et aller sur d'autres secteurs, je pense qu'on est beaucoup plus fort, plus crédible aussi aux yeux de certains financeurs en tout cas. Après, peut-être si on me disait, tiens, t'as à nouveau 2 ans et tu peux tout refaire, je savais pas qu'on aurait 2 ans. Moi, je pensais qu'il fallait tout boucler en 6 mois, 1 an, donc j'ai appuyé fort sur l'accélérateur. Et peut-être qu'il y a certains choix, des fois on a dû les faire vite. Et c'est pas évident. Il y a des choix que j'aurais aimé plus poser ou qu'on ait le temps aussi de les faire. Et peut-être ça nous aurait permis d'avoir un modèle où aujourd'hui j'interroge beaucoup la question. Aujourd'hui on est sur un bail commercial, donc c'est sûr, mais aujourd'hui il y a des typologies de bail différents qui peut se mettre en place pour des lieux. Et ça, on n'a pas vraiment eu le temps de le creuser, d'aller trouver. Donc voilà, ça c'est des sujets où il ne faut pas passer non plus à côté, mais qui prennent du temps. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident. La partie juridique, elle est très calée sur le monde d'avant. Et aujourd'hui, on a besoin de réinventer des modèles juridiques pour le monde qui est à venir. Pour autant, actuellement, on est entre les deux. Donc c'est pas toujours évident et ça demande beaucoup d'enquête et beaucoup de travail pour arriver à bouger un peu ces lignes-là, quoi. Oui, avec aussi ce parti pris, avec un terme que tu utilises de temps en temps, entrepreneurial. Ouais. Le choix de finalement créer une économie réelle et tangible derrière tout ça, ce qui n'empêche pas d'être aidé, mais pour le coup pas subventionné. Donc ça pose d'autres questions. Comment est-ce que on a des économies qui tournent, mais qui ont aussi du sens, hein, et l'un n'est pas un compromis avec l'autre, mais les deux vont juste de pair. Qu'est-ce qui fera que ça a réussi, toute cette aventure, que ça aura valu le coup ? Moi, je pense que ça aura valu le coup si toutes les personnes qui traversent cette oasis repartent un peu avec un déclic. Et si c'est pas un déclic, en tout cas un moment agréable. Mais moi, je parle beaucoup d'économie du déclic, quelque part. C'est-à-dire que ça soit parce qu'ils ont pris un café ici, rencontré quelqu'un, travailler dans le jardin ou louer un poste ou réaliser une formation, qui a un déclic à l'intérieur pour... soit sur la question de la transition écologique, mais pas que, peut-être un déclic aussi. On a beaucoup... nous, on a eu ça pour monter le LICA, c'était des déclics personnels. Un déclic sur, maintenant j'ai peut-être compris quelque chose qui me permet de m'émanciper ou de pouvoir avoir davantage de pouvoir d'agir. Et ça, je pense qu'on aura réussi si le nombre de ces déclics est assez important. Et puis si je pense, dans ce quartier, il y a quelque chose qui se passe. Ça, on nous l'a déjà dit dans nos premières rencontres avec les habitants. On a déjà fait plusieurs temps avec eux et même des temps d'interview. Il ne se passe pas grand-chose autour. C'est un quartier assez résidentiel. Donc voilà, je pense que si sur le quartier, ça permet peut-être de faire arriver des nouvelles personnes, d'autres gens, et ce quartier, les gens, ils ont du plaisir à le vivre, et qu'à Marseille, on a un espace vert, agréable et qui contribue un peu à être facteur, démonstrateur ou d'exemple. Je pense qu'on aura réussi. Puis on aura réussi aussi si on arrive à rembourser nos emprunts et voilà. Et puis on aura peut-être réussi si on arrive à
Ce mot-là est un peu sur toutes les bouches. Aujourd'hui, je ne sais pas trop à quelle dimension il pourrait prendre, mais à essaimer dans d'autres territoires. Donc, est-ce que c'est refaire la même chose ou plutôt mettre une recette qui pourrait s'adapter sur des territoires? En tout cas, un archipel de lieux dédiés aux transitions. Il y en a plein de gens qui s'y mettent, mais voilà, peut-être en tout cas arriver à continuer cette action-là, ça serait aussi une marque de succès, quoi, quelque part. Mais sans doute, il faudra qu'on continue de raconter et de rentrer dans les arcanes, justement, pour essaimer, pour que d'autres puissent semer aussi leurs graines ailleurs. Et on le voit, c'est un sport parfois de combat, mais c'est très certainement un sport collectif. Et il faut trouver sans doute de nouvelles alliances avec à la fois le monde de l'immobilier, mais aussi les mondes politiques de façon à avancer. Merci beaucoup, Claire. Quand est-ce qu'on vient fêter l'ouverture ici? Alors, dans mon planning prévisionnel, j'ai marqué le 21 septembre 2023. Je croise les doigts pour qu'on arrive à tenir ces délais-là. Et en tout cas, je tiendrai au courant si la date doit glisser. Mais voilà, en tout cas, je pense que mi-fin septembre, on va pouvoir venir fêter un sacré morceau passé derrière nous et puis ça y est, engager une nouvelle étape jusqu'à 2044. Merci beaucoup Claire, on ne manquera pas d'être là à ce moment-là. À très bientôt. Merci.